Où en sommes-nous aujourd'hui de cette fraternité européenne que Victor Hugo appelait de ses vœux? Certes, la monnaie unique qu'il espérait dès 1848 est aujourd'hui une réalité. Mais ces dernières années, la crise financière a parfois pu laisser craindre qu'elle ne soit menacée. Nous possédons aussi un passeport des communautés européennes et un programme Erasmus qui offre aux jeunes de poursuivre leur formation universitaire dans un autre État de l'Union. Encore s'en est-il fallu de peu que les crédits n'en soient coupés. La crise financière qui nous frappe depuis 2008, et plus particulièrement des États comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et tout dernièrement Chypre, loin de générer une solidarité unanime, a bien montré la fragilité du système. Il semble que l'Union ne puisse avancer qu'à travers la résolution de crises successives. Dans un peu plus d'un an, nous serons appelés à renouveler le Parlement européen. Qu'en sera-t-il de l'intérêt que nous porterons à ces élections? Quels motifs inspireront notre vote? En fait, la voulons-nous, cette Union européenne? Ou n'est-elle plus, et en particulier pour les jeunes générations, qu'une somme de moyens mis à disposition sans que ne soit perçue la dimension plus large d'une histoire collective, d'une culture commune, d'un avenir à construire ensemble? Il aura fallu une deuxième guerre mondiale, effrayante, dévastatrice, pour que des hommes politiques de tout pays, engagés dans le combat contre le nazisme, se réunissent et tentent ensemble d'ébaucher un nouveau cadre au rapport entre États. Fraternité dont Robert de Rosa, directeur de la rédaction de Point de vue initiatique, la revue de la Grande Loge de France, écrit dans son dernier numéro qu'elle doit soutenir celui qui tombe, sermonner celui qui s'égare, égaliser sans confondre. Faut-il coaliser des États ou réunir des hommes, selon la pensée de Jean Monnet, créateur du comité d'action en son temps pour les États-Unis d'Europe? Nous, francs-maçonnes et francs-maçons, pensons qu'il faut réunir les femmes et les hommes, fiers de leur histoire, de leur culture, et citoyens engagés dans un projet plus vaste qui, sans rien enlever de leurs richesses respectives, les rassemble et les rende fiers d'être européens. Je serai pour ma part attaché à cette notion de citoyenneté européenne. En effet, il ne peut y avoir d'Europe sans citoyenneté, sans volonté affirmée de faire corps avec le groupe et de manière indéfectible. L'Europe est un et non 27. Son succès découlera obligatoirement de cette volonté de la considérer comme telle, car l'Europe ne peut être l'addition de 27 individualités. C'est pour cette raison que je préfère parler d'Europe plutôt que d'Union européenne, terminologie qui entretient une distinction entre ses composants. Cette notion de citoyenneté européenne est fort bien défendue par le Comité économique et social européen, qui en fait actuellement la promotion à l'occasion d'une exposition sur ce thème. Il s'agit donc de prendre une part active dans la société, que ce soit au niveau local, national ou mondial. Il s'agit de pousser les frontières de notre affection nationale vers le patriotisme européen, entre guillemets. Alors, quelle Europe demain? Une Europe recentrée sur les valeurs humanistes qui ont présidé à sa création. Une Europe qui replace vraiment l'humain au cœur de son action et de sa prospective. En promoteur et défenseur exigeant de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de la laïcité, nous, francs-maçonnes et francs-maçons français, souhaitons œuvrer à la consolidation de cette Union européenne et faire entendre notre voix. L'Union européenne est sans doute la plus belle réalisation de ce vieux continent, berceau des droits de l'homme. Notre 21e siècle a le devoir de réussir concrètement l'achèvement de sa construction, son développement et son rayonnement. C'est pourquoi, du fond du cœur, la Grande Loge féminine de France vous remercie, Mesdames, Messieurs les intervenants,
mais également vous, public de ce colloque, d'être parmi nous aujourd'hui pour partager vos expertises pour les uns et vos réflexions pour les autres sur le devenir d'une Europe démocratique si déterminante pour notre avenir de citoyennes et de citoyens européens. Qu'on ait recours à ceux qui la connaissent et qui connaissent l'Europe pour qu'ils nous disent un peu s'il faut qu'on en ait peur ou qu'on en soit totalement fasciné, ou que dans les deux cas, encore une fois, la justesse se trouve au milieu. Messieurs, nous allons débattre ensemble du regard de l'autre sur cette Europe, aujourd'hui en crise et toujours en gestation. Une véritable exigence d'amour, de sollicitude, de prise en compte de l'intérêt d'autrui, de respect, de reconnaissance de l'autre dans son altérité qui nous est demandée. Je pense que nous vivons cela dans l'espace européen. Sans flagornerie aucune pour les pères fondateurs, pour qui nous avons aussi cette dette de reconnaissance de l'Europe, c'est dire qu'il y avait une idée de génie, qui est de dire que depuis que l'humanité est humanité, depuis ab ovo, j'ai envie de dire, c'est la première fois que nous trouvons des peuples et des nations qui ont décidé de se réunir pour donner naissance à un espace de paix et de concorde. C'est vrai que l'œuvre humaine est perfectible et que les plus belles symphonies sont inachevées. Donc c'est pour ça que nous sommes là, pour parler de quelques manquements, de quelques défections, de quelques tares qu'il faut savoir corriger en cours de route. Quand Barack Obama a fait son voyage, avant de devenir même sénateur, il a fait un voyage pour retrouver des traces de son père. Il a écrit un livre, peut-être c'était traduit en français, « Dreams from my father », les rêves de mon père, pour trouver ses racines. Et il explique dans 2 paragraphes une chose qui m'a toujours frappé, et il faut le comprendre. Il a dit, je viens de terminer une visite, un tour en Europe, c'était formidable. Londres, Paris, avec toutes les splendeurs de cette civilisation, etc. Mais en arrivant à Nairobi, la capitale de Kenya, il a dit, avec l'accueil qu'il a reçu, il dit dans une phrase qu'il a presque jamais répétée publiquement aux États-Unis, mais dans son livre, il dit, pour la première fois, je me suis senti chez moi. L'Europe, j'avais écrit un article dans la revue des Deux Mondes. J'ai commencé par une phrase de mon père, qui est un traducteur de la littérature française. Lorsqu'il est arrivé des années 80 en France, en Europe alors, il a écrit, il a dit « Enfin me voilà au pays de mes rêves de jeunesse ». En réalité, de sa génération, beaucoup de Chinois partagent ce rêve, y compris notre ancien Premier ministre, Zhou Enlai, qui a négocié l'établissement des relations entre la France et la Chine, y compris le père de l'ouverture des réformes, Deng Xiaoping, et beaucoup d'artistes, écrivains, romanciers, cinéastes, etc. Et cette fascination de l'Europe a continué jusqu'à aujourd'hui. La preuve, par exemple, en 2011, il y a au total 340 000 étudiants chinois qui sont partis à l'étranger pour faire leurs études. 23% ont choisi les États-Unis, mais 30% des étudiants chinois ont choisi l'Europe. Ceci dit, même la génération de ma génération, de la génération de mon fils, de mes enfants, continuent à rêver de l'Europe. Les Chinois, malgré cette fascination, malgré fascinés par l'Europe, me connaissent très mal l'Europe. C'est à cause de notre histoire, parce que nous sommes un continent, nous avons une civilisation tout à fait à part. Nous sommes un pays sans religion. Le bouddhisme n'est pas une vraie religion. Et nous avons du mal à comprendre tous ceux qui sont différents que nous.
depuis toujours. Par contre, l'Europe connaît mal aussi l'Asie, surtout la Chine. C'est à cause de ça, d'ailleurs, que j'ai écrit ce livre « Les Chinois sont des hommes comme les autres », pour essayer d'expliquer que les Chinois ne sont pas si différents, mais pour compléter la connaissance des Européens sur mon pays. Cette méconnaissance, je crois, a créé beaucoup de conflits entre nos deux pays. Conflits idéologiques surtout. C'est que la Chine, jusqu'à aujourd'hui, est toujours considérée comme une dictature communiste plus capitaliste libérale. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais sous cette vision des Européens, la Chine est toujours mise à part par les Européens. On n'a pas pu créer une relation apaisée et une relation normale, entre guillemets. Le sujet des femmes en Europe et l'Europe est demain, c'est un petit peu un paradoxe, comme je commençais à le dire en introduction, par rapport à d'autres sujets européens ou qui touchent à l'Europe, puisque, à l'envers, l'Europe, elle, et les textes européens sont en avance et sont là, sont présents. Je n'ai même pas parlé de l'ONU et de l'UNESCO qui ont des textes qui mettent en avant la protection, évidemment hors Europe, l'ONU et l'UNESCO, qui mettent en avant l'égalité de traitement hommes-femmes et la protection des femmes et la lutte contre la violence faite aux femmes. Mais le paradoxe, c'est que les textes sont là. Le respect des textes dépend des personnes, des citoyennes et des citoyens, et, pour ce qui concerne le travail, du monde des entreprises. Je ne vais pas vous asséner toutes les différences que vous avez entendues dans les médias. Vous savez, les écarts de salaire entre les femmes, les salaires faits aux femmes et les salaires pour les hommes, etc. Mais ce que je veux dire d'une manière générale, c'est que nous sommes dans un domaine particulier où c'est un effort de réflexion et presque, je dirais, une révolution culturelle et sociale qu'il faut engager. Où est l'Europe sociale? Où est l'Europe des citoyens? Et pourrait-il en être autrement avec des régimes aussi différents? Des monarchies constitutionnelles, des régimes communautaristes, des républiques, des régimes semi-présidentiels, des régimes présidentiels. Ne devrait-on pas commencer déjà par le début à penser à des régimes équivalents, sans toucher à l'intégrité, et je dirais à la susceptibilité des États? Telle est la perception de l'Europe par l'autre côté de la Méditerranée. On pourrait dire encore, en acquérant la Turquie, et quand j'entends Axel dire la Turquie a sa place, oui, certainement. Mais moi qui rêve encore de l'Europe de Monnet et de Schuman, je dis qu'il y a 3 obstacles, indépendamment des 35 chapitres qu'on a demandé à la Turquie de remplir. Tout d'abord, la Turquie se doit, comme l'a fait Chirac, le président Chirac en France, quand il a parlé de la continuité de l'État français et de la République française, se doit de reconnaître une fois pour toutes le génocide arménien. Sur le plan moral, sur le plan éthique, cela hausserait les dirigeants turcs. La Turquie, quand elle tape à la porte de l'Europe, comment peut-elle décemment le faire en ignorant et en ne reconnaissant pas un membre de la famille européenne qui est la République de Chypre? Il y a 4 mois, ça ne vous a pas échappé, le projet européen a reçu le prix Nobel de la paix.
Ce n'était pas le prix Nobel des mathématiques, qui n'existe pas d'ailleurs, c'est une médaille, ça s'appelle la médaille Fields. Ça n'était pas le prix Nobel d'autre chose, c'était le prix Nobel de la paix. Qu'est-ce que voulait dire ce prix Nobel? Il voulait dire deux choses. La première, c'est 60 ans à peu près, un peu plus de 60 ans après que les armes eussent été déposées dans un champ de ruines, un carnage industrialisé de l'extermination comme aucun continent dans l'humanité connue ne l'avait jamais fait. Et ce sont des Blancs aux yeux bleus, aux cheveux clairs ou moins clairs, mais du continent européen qui l'ont imaginé et perpétré. Ce n'est pas des sauvages venus du Kamchatka ou de la planète Mars. Ce fut un suicide collectif, comme l'a très bien dit Hannah Arendt. Et donc, un peu plus de 60 ans après ça, vous nous aviez promis la paix par la prospérité, et grosso modo, même si la crise aujourd'hui est forte, vous l'avez fait. Alors, vous allez recevoir le prix Nobel de la paix. Mais ce prix Nobel de la paix interrogeait aussi pour les décennies à venir. Qu'allez-vous faire? Saurez-vous, dans la nouvelle donne du monde, dont vous avez parlé ce matin, saurez-vous maintenir ce cap et organiser ce continent pour qu'il tienne la promesse des valeurs philosophiques, ce mot vous touchera, qui construisent une humanité pacifique et permettent aux meilleurs de nous-mêmes de gouverner ce continent et non pas aux plus atroces de nous-mêmes. J'appuie volontiers sur ce côté des choses car vous avez tout souligné de ce qui concerne la construction économique, la libre circulation des capitaux, des marchandises, des services, des personnes, bien évidemment. Mais ceci, chers amis, ce ne sont que des instruments. Il y avait un but pour ces instruments. Et le but, c'était quoi? C'était de créer une digue à la violence inhérente que tous les États peuvent contenir en eux, notamment dans les périodes de crise. Ça, c'était la première chose. Et la donne contemporaine, depuis maintenant les années 90, on va dire, milieu même des années 80, a changé la perspective continentale que nous devons porter sur notre avenir. Il faut voir l'Europe dans son but et sa finalité, non plus de l'intérieur de nos conflits uniquement, bien qu'il ne faille pas perdre de vue, et les populismes qui frappent à nos portes en ce moment nous rendent vigilants sur ce sujet, bien qu'il ne faille pas perdre de vue la possible dangerosité de ces forces populistes, mais il fallait résoudre aussi une deuxième question qui est « Que doit être l'Europe dans le monde ?» C'est de construire un continent, de reconstituer un continent économiquement indépendant, donc puissant, afin de pouvoir rétablir ou perpétuer un continent démocratique de premier niveau. Tu as fait une allusion, et j'en termine par là, tu as fait une allusion sur la Méditerranée. Je pense que l'Europe ne sera elle-même que quand elle aura deux politiques, une qui regarde vers l'Est et une qui transforme la mer Méditerranée en lac européen du Sud. Et aussi longtemps que cette chose ne sera pas faite, on ne pourra pas considérer que, disons, les équilibres stables seront organisés. Il y a encore sur les 597 représentants de la nation des gens honnêtes qui font leur travail, qui légifèrent, et les autres, c'est aussi nous qui les avons élus. Deuxième conclusion, retroussons nos manches et mettons-nous au travail pour sortir l'Europe de sa panne et commencer la reconstruction également. Comment ? Là, je ne crois pas qu'il y ait des réponses, mais énormément de chantiers. L'éducation nationale, l'instruction publique, les directives nombreuses qui bouchonnent un peu, qui créent les embouteillages dans les institutions européennes, et peut-être revenir un peu sur notre vote à nous et donner plus de pouvoir enfin au Parlement européen pour qu'il puisse lui-même jouer à la fois le législateur,
le contrôleur et aussi, comme je l'ai dit, l'aiguillon de la vision que nous aimerions avoir de l'Europe. Et enfin, dans cette enceinte, on a parlé de la laïcité. Je rappellerai, parce que c'est un sujet qui m'est très cher, que la laïcité, c'est avant tout le droit de croire ou de ne pas croire. Et que c'est ce qui fait que la laïcité est la seule à reconnaître l'agnosticisme et l'athéisme comme des démarches de foi et de recherche. Et c'est la seule qui fait une différenciation très nette entre la foi et la religion. La religion étant une organisation temporelle d'une communauté dont les membres partagent ou croient partager la même croyance, mais qui dit organisation temporelle, qui dit communauté, implique pouvoir. Tandis que la foi est une démarche de l'intime vers l'adhésion à une croyance, quelle qu'elle soit, eh bien, je crois que à partir du moment où la différence est faite, il ne s'agit plus d'aller jusqu'en cassation pour interdire ou décider que tel ou tel peut mettre un fichu sur la tête, alors que dans les 6622 versets du Coran, il n'y a pas une seule fois le mot cheveux. Il suffit simplement à nos législateurs de lire le Coran. Il y a de très bonnes traductions, mais là aussi, il faudrait le vouloir, et quand on veut, on peut. Alors, il nous reste une chose, pour recouvrer la foi en l'Europe, il va falloir quand même chercher des gens qui nous représentent, qui ont des convictions, qui, pardonnez-moi mesdames, en ont, et qui se disent, pendant le temps où je suis élu, je vais réaliser mes convictions, et si je ne suis pas élu, ce n'est pas grave, j'aurais déjà fait le travail. Et puis j'ai l'impression qu'on assiste à une Europe, dans cette Europe d'aujourd'hui, à une montée des nationalismes. Alors là-dedans, qu'en est-il de la paix? Qu'en est-il des espoirs que suscite cette Europe aujourd'hui par les peuples? Eh bien, j'ai l'impression qu'ils sont un peu faibles, si ce n'est réduits un peu à la stricte, à très peu de choses. Nous nous sommes habitués à la paix, mais nous ne devons pas nous y habituer. Mais c'est beaucoup plus difficile à faire comprendre aux jeunes aujourd'hui, qui ont, eux, toujours vécu avec cette notion de paix. Et quand je leur dis que mon arrière-grand-mère a connu 3 guerres, c'est quelque chose qui, pour eux, ne leur parle pas, ne leur parle plus. Par contre, aujourd'hui, on voit bien que les messages de liberté, de démocratie, les valeurs fondatrices sur lesquelles nous pouvons mobiliser nos concitoyens, prennent une nouvelle envergure depuis l'élargissement de l'Europe. Quand je parle avec mes collègues, avec nos collègues, cher Miguel, avec nos collègues polonais, hongrois, bulgares, roumains, et que je leur dis, mais pour vous, quel est le symbole de l'Europe? Ils me font tous la même réponse. Pour nous, c'est la chute du mur de Berlin, la démocratie et la liberté retrouvée. Et pour ce qui est du progrès social atteint pour ses habitants, mais pour ce qui est aussi de son rôle comme référence, comme modèle pour le reste du monde et surtout pour ceux qui ont le plus besoin de progrès. Mais cela exige aussi de prendre conscience de ce que ce processus n'est ni définitif, ni parfait, ni irréversible. Même pas dans des domaines où cela paraît le plus indéniable, le domaine de la paix. Il y a un risque même là. Tout en effet peut être remis en question, surtout si on n'assume pas qu'il est indispensable de continuer à avancer, et cela en cohérence avec les valeurs du départ, des valeurs qui, avouons-le, ne sont pas
à l'écart de danger à l'heure qu'il est. Ce matin, Jean-Marie Cavada a parlé du prix Nobel. Le prix Nobel qu'on vient de nous donner est certainement une reconnaissance importante d'ailleurs, ne fût-ce que pour faire taire des voix qui sèment en permanence des doutes, mais c'est surtout, comme il l'avançait, un avertissement, un appel à l'ordre, un rappel à l'ordre de ce qu'il y a danger réel et palpable de dérive, danger d'oublier d'où nous venons, ce que nous sommes, danger d'oublier surtout les valeurs à la base de notre succès, des valeurs dont la pratique est en train de s'effriter. Le danger est là, surtout d'oublier qu'il y a 3 de ces valeurs qui soutiennent tout l'édifice comme les piliers d'une cathédrale. C'est bien sûr la liberté et l'égalité, mais qui seraient de 20 mots s'il n'y a pas avec la fraternité de nos jours, la solidarité. Or, nous constatons que c'est la solidarité qui est remise en cause. Personne ne met en cause la démocratie, personne ne met en cause la liberté, au moins en théorie, mais on est en train de mettre en cause, ne fût-ce que budgétairement, c'est-à-dire au point de départ, la solidarité. Tant que ce double langage n'aura pas été fait, de la part des politiciens allemands, de dire qu'une politique d'expansion et une politique d'allègement des dettes de certains pays est nécessaire. Du côté des hommes politiques français, qu'une politique de transformation, un choc de productivité est absolument indispensable, eh bien, nous allons vers une dégradation lente et inexorable des rapports au cœur même de l'Europe. Je pense pour ma part qu'avec un peu de responsabilité des 2 côtés du Rhin, cette crise peut être surmontée, car les conséquences, si elles n'étaient pas surmontées, me semblent tellement énormes que je vois bien que quand même, les gens, même quand ils montent au 3e étage de la Tour Eiffel et déclarent qu'ils veulent se suicider, lorsqu'ils commencent à arriver au 3e étage et qu'ils regardent en bas, ils se trouvent que c'est un peu haut. C'est d'ailleurs probablement pour cela que le frère Gustave Eiffel a choisi une tour de ce genre pour dissuader les suicides. Mais d'ailleurs par le biais de l'initiation maçonnique, puisque tout le monde aura remarqué qu'il a choisi de faire 3 étages dans la Tour Eiffel. C'était un thème obsessionnel dans la presse cléricale de dire qu'en fait c'était un symbole qui voulait écraser Notre-Dame de Paris. Nous n'allons pas aussi loin. En tout cas, si on monte sur la Tour Eiffel, on n'a pas envie de sauter. Alors cela dit, une fois qu'on a dit ça, puisqu'on ne veut pas se suicider, il faut se battre. Et c'est ici, effectivement, que nous retrouvons le cœur même de ce qu'a été la politique de paix de l'Europe, c'est-à-dire une union franco-allemande. Cette union franco-allemande semble peut-être plus loin aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Il est évident que les Français d'origine allemande, comme moi, particulièrement juive allemande, comme moi ou Daniel Cohn-Bendit, sont plus sensibles que d'autres à quelque chose qui serait la fin de leur identité, à bien des égards. Mais je pense que tous les Français peuvent comprendre ce discours s'il est tenu, et les Allemands aussi. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas un problème de démocratisation, j'admets très bien qu'il existe aussi, mais dans un premier temps, c'est un problème de sincérité des élites politiques à l'égard de leurs mandants. Mario Monti a expliqué en Italie qu'il s'occupait de tout, il n'a fait ni parti ni campagne électorale, et nous avons Beppe Grillo. C'est un avertissement sans frais. Mais là encore, ce qui est commun aux 3 intervenants jusqu'à présent, c'est cette idée qu'il faut se battre si on veut s'en sortir aujourd'hui. Et on a bien cette notion, tant se battre pour des valeurs que se battre sur la fin d'un double discours, que se battre pour éviter les montées des nationalismes et autres. L'Europe doit se battre, mais pour se battre, il faut d'abord qu'elle s'aime. Et je crois qu'elle est en crise de désamour. Alors, comment le dire? L'Europe est en paix en même temps que l'Europe est en crise. Elle est en crise, elle est une paix sans unité culturelle, sans aucune fraternité culturelle. Cette crise économique ne peut pas se résoudre. Et si elle ne peut pas se résoudre, c'est peut-être pas simplement parce qu'on manque de moyens techniques, c'est peut-être tout simplement, alors c'est là qu'arrive évidemment mon éclairage, si je peux me permettre, que nous n'arrivons pas à nous ressourcer dans une confiance culturelle propre. D'où la tentation des nationalismes, parce qu'on se dit, on peut peut-être se ressourcer dans les nations, ce sont des communautés plus proches, et nous n'arrivons pas à retrouver en quelque sorte cette foi culturelle, cet amour de soi, amour raisonnable de soi. Vous savez très bien que l'amour de soi n'est pas la préférence pour soi. Pourquoi cette crise
culturelle, donc où je me situe, donc on ne peut pas se ressourcer, on n'y arrive pas, eh bien, je crois qu'elle est profonde pour une raison très précise, mais précisément, c'est parce qu'elle est profonde qu'elle est curable. Elle est profonde parce que, en gros, la crise consiste à faire du mépris de soi de l'Europe une sorte de certificat mondial de tolérance. Voilà. Nous ne nous aimons pas, ça signifie que nous sommes ouverts. Alors, il y a plusieurs témoignages qui sont là et que nous pouvons citer. On parle d'une non-identité européenne. Le propre de l'Europe, c'est de n'avoir pas d'identité culturelle. Ça prouve qu'on est ouvert à tout le monde. Je prends un deuxième témoignage. Un journaliste célèbre et un sociologue ont uni leurs efforts il y a 3 semaines pour diffuser sur la télévision la doctrine suivante. Voilà, l'Europe est en crise culturelle et par conséquent, comme elle est en crise, elle déteste les autres et par conséquent, c'est elle qui fabrique les terroristes. Alors, ce qui est gênant dans ce type de discours, c'est que ce n'est pas une opinion, c'est que cela passe pour une vérité scientifique, une vérité sociologique, bref, une évidence. Comment parle-t-on de culture aujourd'hui? 2 exemples simplement. On parle de citoyenneté post-nationale. Dans quel vocabulaire je décris? Une solidarité entre étrangers. Voilà comment on décrit la citoyenneté post-nationale. Et je vous décris comment on parle aujourd'hui de management culturel. Culturel, c'est tout à fait intéressant, c'est un traité de management qui s'inspire des sciences cognitives. Pour parcourir l'intelligence collective, il faut le management des tâches, celui des procédures, celui des projets, celui des résultats, celui des régulations, celui des processus, celui des performances, pour parvenir à quoi? Le sommet, la régulation de toutes les régulations. Imaginez que le pouvoir politique impose ce langage, imaginez que les juristes leur donnent une autorité, imaginez que des idéologues communicationnels le diffusent partout. C'est un totalitarisme soft qui nous arrive, puisque un seul langage explique toutes les activités humaines. Je vous dirais paradoxalement qu'il y a 2 types d'hommes qui me paraissent fonder des espoirs. Le premier type d'homme, c'est le conservateur déchiré. Il voit les fragmentations de la société, il se dit il faut essayer de conserver. Alors il oppose les solidarités nationales. Et puis alors l'autre, il se dit ah non, je ne veux surtout pas être un ringard, je ne veux pas être dépassé. C'est le progressiste résigné. Il se dit oh oui quand même, dans cet immense hyper-individualisme, il y a forcément quelque chose de vrai. Eh bien ces 2 personnes qui sont à peu près le citoyen européen moyen, c'est quelqu'un de précieux. Pourquoi? Parce qu'il refuse l'Europe des systèmes, l'Europe des procédures, et c'est quelqu'un qui, en fait, attend la foi pour trouver la voie. En même temps, rappelons-nous à chaque seconde, que l'Union européenne est aujourd'hui la première puissance économique du monde. Je répète, l'Union européenne est aujourd'hui la première puissance économique du monde. Alors évidemment, si l'on prend chacun de ces pays, ça va mal. Oui, d'accord, si on prend chacun des États des États-Unis, ça ne va pas forcément bien. Et si l'on prend chacune des grandes régions de la Chine, n'en parlons pas. Mais l'Union européenne est la première puissance économique du monde. Deuxièmement, l'Union européenne est bordée à l'Est par la Fédération de Russie. Il y a aussi l'Ukraine, il y a aussi d'autres pays, rassurez-vous, je ne l'ignore pas, je parle des plus grands acteurs. Par la Fédération de Russie à l'Est, par les mondes arabes au Sud. Regardez ce qui se passe dans ces 2 grands ensembles, la Fédération de Russie et les mondes arabes. Dans les 2, à peu près au même moment, on voit s'affirmer de nouvelles générations entre 20 et 40 ans qui répudient des passés très différents, naturellement, mais également dictatoriaux, qui regardent avec désir le modèle que nous continuons d'incarner, mal, en doutant beaucoup trop, mais que nous continuons d'incarner, qui ont envie d'être nous.
Pour ce qui est de la Turquie, pays qui n'est pas arabe mais qui est musulman, pour ce qui est de la Turquie, c'est dit. Ils souhaitent entrer dans l'Union européenne. Pour ce qui est des pays arabes, les autres, les pays arabes, ils ne souhaitent pas officiellement, mais en vérité, ils ne regardent que vers nous. Pour ce qui est de la génération, appelons-la des yuppies russes, les gens de 20-30 ans qui peuplent les grandes villes de Russie, quel est leur idéal? Quel est leur rêve fou? Être des Européens. Que leur pays soit ce qu'est ou ce que sont les pays de l'Union européenne. Je vous dis cela pourquoi, je vous rappelle cela pourquoi. Pour vous dire que deux des grands ensembles dont les évolutions posent tant de questions sur le XXIe siècle espèrent profondément en nous. Et que si nous étions capables, plutôt que de répéter chaque matin comme nous sommes lamentables, comme c'est affreux, comme le spread entre Chypre et l'Allemagne est large, si nous étions capables de dire mais nous sommes la première puissance économique du monde, mais nous, je ne les énumère pas parce que je n'ai que 10 minutes et parce que ce serait trop orgueilleux collectivement pour l'Union européenne, mais nous ne sommes pas si mal. Mais nous ne sommes pas si mal. Ayons un minimum de fierté de ce que nous avons réalisé après tant d'abominations au XXe siècle, et même avant d'ailleurs, mais de ce que nous avons réalisé, qui n'est pas seulement la paix, c'est déjà beaucoup, je veux dire la paix sur notre continent, mais aussi un équilibre économique et social, et je le dis en étant parfaitement conscient, évidemment, qu'il y a 12% de chômeurs dans l'Union européenne aujourd'hui. Bien sûr, mais allons regarder ailleurs. Si nous cessions une seconde de voir ce qui ne va pas, et Dieu sait encore une fois que 1000 choses ne vont pas, 1000 choses très importantes, très graves, très inquiétantes, et que nous arrivions à être enfin un peu plus confiants en nous-mêmes et conscients de l'envie que nous suscitons ailleurs. Mais nous pourrions organiser ce qu'on appelait au XIXe siècle nos marches. Nos marches, c'est l'autre rive de la Méditerranée et c'est la Fédération de Russie. Et si nous organisions nos marches dans une complémentarité économique, l'Europe serait au centre, je veux dire l'Union européenne, serait au centre du plus puissant ensemble mondial, Il n'y a pas encore ce sentiment, cette identité tant recherchée, et cette fierté qu'on devrait avoir sur les valeurs qui ont été celles des pères fondateurs, elle n'est pas non plus portée ni par nos hommes politiques, comme tu l'as dit, ni par des intellectuels, et elle n'est pas répandue. Elle n'est pas unique à cet ensemble économique qui est, ma foi, encore qu'un agrégat de différents pays. Alors, vous voyez, la tâche est longue, le travail est difficile. Hein. Relevons nos manches, comme vous avez tous dit, battons-nous. La Grande Loge féminine de France est très préoccupée de l'avenir de l'Europe. Notre obédience maçonnique est présente dans 10 pays de l'Union et elle est à l'origine de grandes loges féminines en Belgique, en Espagne et au Portugal. Elle œuvre au rapprochement des peuples et entend faire vivre en Europe ses valeurs maçonniques. À ce titre, elle défend et promeut les droits des femmes. Au terme de cette journée riche d'informations et de débats, je m'adresse aux parlementaires européens qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Au sein de l'institution européenne, vous êtes, vous et vos collègues, les seuls représentants légitimes des peuples d'Europe. Vous portez donc la responsabilité compliquée de défendre les citoyens européens les plus touchés par la précarité. C'est vous qui portez leur désir de justice et d'équité et qui avez le devoir de faire respecter leur dignité et leurs droits.
C'est vous qui avez à relayer les espoirs que les plus fragilisés des citoyens fondent sur l'Europe. Mais l'Union aurait-elle perdu la fraternité de vue? Les directives de la Commission sont trop éloignées des préoccupations de la majorité des citoyens européens. Mais vous, parlementaires, avez aujourd'hui un pouvoir d'initiative. Il ne vous reste qu'une petite année avant les prochaines élections. Et je ne doute pas que vous la mettrez à profit pour présenter un programme européen où les électeurs se retrouveront. Sinon, c'est le populisme, ou pire, les extrémismes de droite ou de gauche qui finiront par jeter bas le rêve démocratique européen. Pour réussir une entreprise européenne, la volonté de faire ne peut remplacer la volonté d'être et d'aimer. Je pense qu'un effort de pédagogie est à déployer d'urgence afin d'aboutir à une réelle volonté d'union. Quand certains cultivent encore l'esprit de clocher, quand d'autres pratiquent le culte de la province, quand on glorifie si souvent la supériorité nationale par une exubérance vulgaire, comment envisager la perspective d'une Europe unie? Quand ceux qui nous gouvernent investissent des centaines de millions d'euros dans des grands stades de football, qui, loin de générer une union fraternelle, se transforment souvent en arène de la haine, et quand cette somme permettrait à elle seule de guérir des milliers d'enfants atteints des pires maladies ou malformations, qu'en méprisant à ce point la misère et la pauvreté, on se soustrait à tout élan d'amour envers son prochain, soyons assurés que l'individualisme égoïste a de beaux jours devant lui, car il éclipsera toujours toute idée de fraternité européenne. Alors pour intéresser les citoyens, il faut leur vendre de l'espoir. Mais pour qu'ils souscrivent à cet espoir, il faut devenir crédible. Pour devenir crédible, il faut être cohérent. Et pour être cohérent, il serait peut-être bien de s'orienter vers un nouveau mode de fonctionnement. Cohérence entre dépenses et fonctionnement et pertinence des résultats. Des moyens résiduels partagés entre chaque commission. Agissons donc pour que la Charte des droits fondamentaux soit au moins respectée et mettons en place les sanctions qu'elle mérite quand ce n'est pas le cas. C'est par une pression massive en termes électoraux que nous pourrons faire bouger les choses vers une Europe plus forte, plus cohérente et enfin efficace dans des domaines cruciaux où elle n'a fait preuve que de faiblesse depuis sa création. Nous, maçons, gageons qu'une large frange de notre effectif s'engagera avec les législateurs dans cette voie, comme ce fut le cas dans l'évolution des lois sociales au XXe siècle. Le maître mot sera ce que nous avons dit ce matin: soyons citoyens, reprenons les rênes de notre Europe. Tout est parfois à notre disposition, il suffit de vouloir le faire. Alors, pour une fois, pourquoi ne pas penser et agir comme nos cousins d'outre-Atlantique, avec cet élan commun, just do it? Alors j'ai entendu des noms, j'ai entendu des mots, j'ai entendu Erasmus, j'ai entendu aussi Leonardo, m'a-t-il semblé. Alors Erasmus, c'est Erasme, Leonardo, c'est Léonard de Vinci. Et on pourrait rajouter quelques noms à la liste. On pourrait rajouter Molière, Cervantes, Shakespeare. On pourrait rajouter encore quelques philosophes allemands, quelques philosophes grecs. On pourrait rajouter plein de scientifiques de toute l'Europe. Et qu'est-ce qu'il serait beau sur nos billets de banque, à la place des ponts et des fenêtres. Voilà qui peut-être pourrait donner quelques idées aux Européens que nous sommes et quelques fiertés. J'entendais tout à l'heure Bernard Guetta nous rappeler que nous étions la première économie du monde, un peu morcelée, nous disait Alexandre Adler, mais la première économie tout de même. Eh bien, je crois que si on avait fait le compte de nos médailles olympiques à Londres, là encore, nous étions les premiers. Mais personne ne l'a su, parce que personne n'a fait les comptes. À quand, et là je le demande à nos parlementaires, à quand le défilé de nos athlètes aux Jeux olympiques sous le drapeau européen ou avec le drapeau européen? À quand le décompte des médailles d'or, des médailles d'argent, des médailles de bronze qui, additionnés, nous auraient placés, je crois, devant les États-Unis, la Russie, la Chine et tout le monde? Européens et fiers de l'être, vous voulez l'être? Eh bien, nous avions les moyens de le devenir. Alors, voilà des choses toutes simples, toutes bêtes, qui vraiment ne sont pas très difficiles à accomplir. Espérons que nous y parviendrons. Nous avons la foi, nous les francs-maçons, et vous trouverez la voie, vous les politiques. En guise
En guise de conclusion, merci à vous toutes et à vous tous qui êtes présents aujourd'hui, parce que c'est vous qui avez eu raison. Vous avez eu bien raison de venir. Je suis persuadé que tout ce qui aura été dit et tout ce que vous aurez pu entendre au cours de cette journée, des différents points de vue, vous aura éclairé sur les choix que vous aurez à faire l'an prochain, et encore plus que tout cela vous aura donné envie de vous investir dans ce combat de reconquête qui doit rendre aux citoyens la place qu'ils méritent au sein de l'Union, et dont les institutions et les gouvernements, c'est-à-dire nos politiques, feraient bien de nous la rendre, sinon nous irons la chercher. Merci à tous.